Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Shop, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le Monday Night Raw du 12 août 2024 et le Friday Night SmackDown du vendredi 16 août 2024. C'est l'été, on est au mois d'août, on a encore les petits cocktails qui nous attendent sur la plage. Je suis RM et pour m'accompagner dans cette double analyse, j'ai avec moi Letty. Salut Letty. Salut IRM, salut tout le monde. Ouais, Est-ce bon que tu vas Letty, bien? bah moi je vais bien, même si là c'est la reprise pour moi. Et je te remercie Letty parce que tu as encore une petite semaine de vacances et je suis allé te chercher sur la plage pour te ramener au studio. Je te promets, je te redéposerai après directement. C'est gentil, c'est gentil. Il n'y a pas de quoi, il faut bien en profiter. Il faut en profiter tant qu'on peut. Et ben une qui a profité justement, c'est Rhea Ripley, Letty, puisque nous sommes à Austin dans le Texas et que Mamie prend le micro pour nous dire ce qu'elle a sur le cœur. Donc évidemment, elle revient avec une énorme pop. Elle nous rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé, l'humiliation, hein, tout d'abord, le cœur brisé aussi, hein, parce que c'est une sentimentale, hein, Rhea Ripley, il faut le savoir. Et puis surtout Letty de la colère. De la colère, elle est en colère, Rhea Ripley. Dominique l'a poignardé dans le dos, mais comme il l'a déjà entendu plusieurs fois, pas assez profond. Alors voilà, on a des petites blagues. On a du sous-texte. Et quand elle a dit ça, elle avait le sourire qui faisait 3 fois le tour de la tête. Elle était bien contente de sa réplique. Et puis Liv Morgan aussi, elle lui promet l'enfer parce que Liv ne pourra pas toujours courir, et à ce moment-là, Letty qui débarque, et ben Liv Morgan et Dom Dom, ils sont dans le public, hein, tout en haut des gradins, au milieu de la foule. Ils vont tenter de parler sous les huées. C'est assez dingue, hein, les huées qui s'abattent une fois de plus sur Dominique et Liv Morgan, qui elle aussi a droit à sa petite part du gâteau. Dom Dom, eh ben il a changé. C'était plus d'un petit garçon, Letty. Hein. C'est un petit garçon qu'il était avec Rhea Ripley. Et c'est devenu un homme avec Liv Morgan, tout simplement. Et il est devenu il en est, voilà, un vrai homme n'appelle pas sa chérie mamie. Un vrai homme se fait appeler daddy, tout simplement. Il nous dit même qu'elle le laisse jouer aux jeux vidéo comme il veut. Alors ça me fait marrer parce que il dit que c'est un homme, un vrai, et puis après il dit qu'il a le droit de jouer aux C'est jeux ça. vidéo. C'est un enfant, quand même. Ça reste un grand enfant malgré tout. Et puis après, bon, voilà, ça envoie quelques petits trucs. Et voilà, il parle de son père que Liv Morgan l'a aidé à abattre. Ça se marche un petit peu, voilà, ça se fait quelques petits échanges et tout dans tous les sens. Et puis derrière, Liv Morgan reprend également le micro. Elle dit qu'elle a tout pris, hein, Rhea Ripley, son clan, son chéri, son titre féminin. Elle lui a tout pris. Et Rhea Ripley dit que tant qu'elle est debout, elle reviendra toujours pour mettre une dérouillée à Liv Morgan. Et là, à ce moment-là, Liv Morgan dit oui, mais vous saurez pas tout le temps où on est. Et là, à ce moment-là, Damian Priest arrive. Rhea Ripley n'est pas toute seule. Letty, il est juste derrière. Alors, il fait 2m10, donc il fait 2 têtes de plus que Dominique et Liv Morgan qui se retournent. Et c'est la grosse bagarre dans les travées, dans les gradins. Dominique Mysterio est pourchassé par Damian Priest et Rhea Ripley et Liv Morgan disparaissent dans l'arène. C'est la grosse bagarre. Et derrière, on aura même un petit match pour terminer sur cette intro avec Damian Priest qui va mettre une petite déculottée. Un Carlito qui aura tenté d'intervenir pour aider le pauvre Dominique avant ce match un petit peu improvisé, le gros choc slam pour la victoire de Damian Priest. Et derrière, le Judgment Day qui attaque l'ancien champion du monde poids lourd et Rhea Ripley qui vient à la rescousse pour faire battre en retraite tout ce beau monde. Pour terminer complètement, on aura une vidéo un petit peu plus tard parce que Letty, on en parlait. Finalement, le Judgment Day n'aura pas occupé tout le Monday Night Raw, hein. Ça aurait été très condensé en opener. Mais à la fin, il y a une petite vidéo de Finn Balor et toute sa clique qui promet donc à Rhea Ripley et à Damian Priest, les fameux jumeaux terribles, de leur tout simplement de leur donner une bonne correction. Bah écoute, gros opener, Letty, et la raison peut-être c'est que tout simplement le Judgment Day a fait l'opener et après on les a plus revus, ce qui est un peu étonnant, mais on en a quand même eu pour notre argent dans cette intro.
Ah oui, 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 clairement. Énorme intro, avec un Judgment Day qui est toujours aussi intéressant, même s'ils ont splitté en deux factions différentes. Tout le côté, les échanges, Rhea, Liv, on prépare bien le match qui va arriver dans pas très longtemps. Dominique, voilà, qui est toujours, comme je le disais la semaine dernière, qui a réussi un heel turn tout en étant déjà heel au départ. Donc les UE qui sont encore plus fortes qu'avant, si c'était encore possible. Et puis tout ce côté un peu cartoonesque entre, avec Damian Priest qui arrive derrière et les deux qui parlent encore pendant 30 secondes. Ah oui, mais nanana, t'es toute seule. Ben non, il est juste là. Les petites, les poursuites, pareil, façon un petit peu cartoon. On a vu après, ils nous ont partagé des vidéos, je sais pas si tu les as vues, de Liv qui court avec Rhea derrière dans les travées vers la buvette, tout ça, dans le stade. C'était assez marrant. Et puis le match, Damian Priest qui prend évidemment le dessus sur Carlito. Et toujours, le côté imbattable, j'ai envie de dire, des Terror Twins qui, à eux deux tout seuls, arrivent à faire partir les quatre un peu, la queue entre les jambes. 4 contre 1, pour une fois, ça marche pas. Enfin, 4 contre 2, voilà. Oui, c'est comme Damian Priest et Rhea Ripley, c'est comme les Golgoth, les gros costauds de la bande. Donc, effectivement, de se retrouver, ils sont à 4, mais est-ce que ce sera suffisant? Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Effectivement, tu parlais tu parles de Dominique qui est devenu, qui a fait un heel turn en étant déjà heel. Et tu parlais aussi de deux nouvelles factions. Moi, je trouve ça excellent et très original. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vraiment vu ça. C'est-à-dire qu'on avait une faction de twinners un petit peu, finalement. Le Judgment Day, on les aimait et on les détestait en même temps. Ça dépendait aussi un petit peu de à qui on s'adressait. Mais globalement, ils étaient vraiment des heels qu'on adore. Donc ça ressemblait beaucoup à ce qu'on appelle des twinners. Et finalement, ils ont pris cette faction, ils l'ont splitté, comme tu as dit, en deux. Et du coup, maintenant, on a une faction de heels vraiment d'un côté et une petite faction de méga babyface de l'autre. Et je trouve ça vraiment super bien réussi. Ils ont vraiment réussi un super coup là, je trouve, avec cette histoire, cette storyline autour du Judgment Day qui est reparti pour un tour. Ça c'est assez incroyable. Et tu l'as dit en plus, un match a été annoncé, un match mixte qui aura lieu à Berlin entre donc Dominique et Liv Morgan d'un côté et en face les jumeaux terribles. Damian Priest et Rhea Ripley, et ça aussi, ça va envoyer du pâté. Il va y avoir une grosse ambiance à Berlin, rien que sur ce match. Alors, on va pouvoir continuer, si tu veux bien, après avoir quitté le Judgment Day. On a une petite vidéo de Bo Dallas qui est face à un écran, en fait, plein d'émotions. Il revoit un petit peu les débuts à Baltimore, des Wyatt Six, qui est également la ville où avait fait leur début la Wyatt Family. Donc c'est le cercle. Voilà, on a fait la boucle est bouclée, comme ils disent. Voilà, la vie est un cercle et la vie est un cycle éternel. Donc on a cette petite vidéo là. Un petit peu plus tard, on retrouvera. Ouais, c'est ça. Tout ça est connecté. Donc ça c'était une petite vidéo sympa, mais on ne reverra pas plus que ça les Wyatt Six. On a eu aucune autre séquence. Donc là, c'était une petite vidéo sympa de Bo Dallas. Et par contre, c'est du côté de la Alpha Academy et surtout des American Made qu'il faut regarder, puisque d'un côté, on a Ivy Neal qui tente de séduire un petit peu de Maxine Dupree, lui dire rejoins-nous avec Chad Gable, ça te ferait du bien. Et ça pourrait être ta famille. Et Maxine Dupree lui refuse son invitation. Il dit qu'elle préfère rester avec sa vraie famille, qui est donc Otis et Tozawa, qu'on retrouvera donc un petit peu plus tard. On a une vidéo de Chad Gable, je sais pas si t'as vu, mais Chad Gable était à Paris. Chad Gable était à Paris pour les JO. Ça, c'est incroyable. Oui. D'autant plus que sur Twitter, moi je connais pas trop ces bâtiments, mais sur Twitter, la majorité des personnes ont identifié un bâtiment de Madrid derrière lui. Ah, d'accord. Effectivement, écoute, la géographie à l'américaine, quoi. Ouais, quand j'ai vu le bâtiment, effectivement, je me suis dit, tiens, avec les lions là et tout, je me suis dit, ça me dit rien du tout.
D'accord, bah effectivement, il était pareil. Paris, Lyon, Madrid, voilà. Pour le pas WWE, tout ça, c'est un petit peu pareil. Gable n'est pas là, mais par contre, donc il est représenté par les American Made, donc Julius et Brutus Creed, les Creed Brothers, qui vont donc battre la Alpha Academy dans un gros match quand même, dans un gros match assez costaud, assez solide, avec d'un côté donc les lutteurs professionnels, que sont les frangins Creed, et puis en face on a Otis qui est au taquet, d'ailleurs Otis qui va se chauffer avec le champion, il faut suivre, le champion nord-américain Obafemi, de côté d'NXT d'ailleurs. Je crois qu'un match du coup va en découler de tout ça. Regardez du côté d'NXT, pareil qu'il y a un beau gros match d'Otis face au champion nord-américain Obafemi qui lui aussi est un gros bébé. Donc on s'échange des grosses souplesses, il y a même du sang qui commence à couler, c'est assez costaud. Derrière, on a Otis et Tozawa et Ivy Neal qui débarquent pour attaquer Maxine Dupree qui était donc en ringside. Elle lui place un énorme Dragon Sleeper, là, une prise de soumission qui, même les kinés n'osent pas faire ça. Sur la table des commentateurs, et le frangin Julius en profite pour repousser donc Otis en dehors du ring. Et derrière, c'est le roll-up sur Tozawa et la victoire des American Made, qui font la police, et qui punissent, qui continuent de punir les pauvres Alpha Academy, là, qui subissent même quand Chad Gable n'est pas là, c'est compliqué. Et où étaient les Wyatt Six, là? Où étaient les Wyatt Six? Est-ce qu'ils étaient aussi à Madrid? Peut-être qu'ils étaient à Madrid aussi. Peut-être était-il à Paris et du coup ils n'ont pas trouvé Chad Gable. Oui, c'est ça. Mais où est Chad Gable? Non, en tout cas, oui, c'était un gros match. Et puis on continue un petit peu tout ce truc-là. Ivy Nile qui, bien qu'étant grande copine avec avec Maxine depuis quelque temps, on voit bien une fois de plus le maître Gable qui est passé par là et qui lui a murmuré à l'oreille, qui lui a nettoyé un petit peu le cerveau. Donc voilà, on se dirige sur quelque chose, je pense, qui n'est pas prédéterminé entre les deux. D'autant plus que, comme dit, le match était quand même était intéressant. Et moi, je suis toujours étonnée de Tozawa qui nous sort des mouvements quand même assez exceptionnels quand on voit son gabarit quand même. Donc, non, gros match. Enfin, moi, j'ai bien aimé en tout cas. Ouais, il y a eu des beaux moves de part et d'autre. Là, c'était un match qui effectivement était, j'ai trouvé vraiment bien ficelé là pour de la low card, qui finalement nous gâte presque plus qu'il ne devrait. Donc c'est plutôt bien ficelé tout ça. On a une petite interview de Jackie qui interviewe donc Pete Dunne, suite aux attaques sur Sheamus. Et Pete Dunne qui se plaint, il dit voilà, il a été pris sous l'aile de Sheamus, mais finalement tout ça c'était juste un marchepied. C'est une marchepied pour l'Irlandais. D'ailleurs qu'il avait refilé le nom de Butch, c'était du gros n'importe quoi. Il était pas pris au sérieux. Ridge Holland, lui, il a fini à NXT. Il est Pete Dunne, un vrai vétéran de plus de 20 ans sur le circuit. Et donc Sheamus n'a qu'à bien se tenir. Donc voilà, Pete Dunne qui dit ce qu'il avait un petit peu sur le cœur. Et puis un petit peu plus tard, donc on a Sheamus, la réaction qui dit lui, je comprends effectivement, mais moi je comprends pas pourquoi Pete Dunne m'en veut à ce point-là. Il l'a mis, voilà. Sheamus a aidé Pete Dunne à être visible, à avoir du temps d'antenne. Derrière, il y a Ludwig Kaiser qui vient chercher des noises à Sheamus, et c'est la grosse attaque de Pete Dunne avec son pommeau, avec sa canne irlandaise. Et Sheamus se fait violemment agresser, et Ludwig Kaiser, donc qui est de retour avec son œil poché là, qui laisse faire. Donc on est dans la violence, on reste dans les coulisses, et je crois que c'est la semaine prochaine que Pete Dunne va affronter Sheamus. Écoute, moi je suis bien content de retrouver ce trio-là, marche bien. C'est vraiment des mecs à chaque fois il y a un mec qui finit à l'infirmerie, que ces trois-là vont se croiser. Oui, là ça tape fort et on a vraiment hâte de voir ce que ça peut donner sur un contre un, déjà la semaine prochaine. Ouais. Et éventuellement, oui, pourquoi pas un triple threat entre ces trois-là. Je pense que ça donnerait un banger, comme dirait notre ami Sheamus. Ouais. Et pourquoi pas à Berlin, un match avec Ludwig Kaiser en triple frite, ça pourrait être oui. sympa là. Pourquoi pas.
Bah ouais, quand même, parce que c'est lui le vrai Allemand dans l'histoire finalement. Oui. On va dire qu'il a une petite place sur la carte. Allez, on va écouter du côté du New Day, si tu veux bien. Le New Day, alors le New Day 2.0, 3.0, en tout cas un New Day qui, dans cette nouvelle version, qui fait un petit peu grincer des dents Xavier Woods. Hein. On sait que ça fait déjà la semaine dernière, enfin voilà, ça fait quelques temps, depuis que Odyssey Jones a été invité. Il est membre plus ou moins temporaire, honoraire, appelez ça comme vous voulez. Du New Day, il a son petit t-shirt, Kofi Kingston le trouve sympa, voilà, ils ont sympathisé pendant leurs quelques semaines ensemble hein, en rééducation. Mais Xavier Woods, lui, il est plus dans ses pensées, il veut discuter. Et Odyssey Jones, donc ce soir, aura un match tout simplement. Il est accompagné justement de Kofi et Xavier Woods. Il affronte, il va même déboîter un low carder local, voilà, un star local, un mec du Performance Center. Probablement, qui est venu se faire ratatiner par Odyssey Jones, qui est quand même, effectivement, il faut le dire, un beau gabarit. Et puis derrière, le New Day donc qui vient célébrer et le Final Testament qui débarque pour foutre encore un petit peu le bordel. Karrion Kross qui dit bah voilà, Odyssey Jones est venu déjà remplacer, alors il est venu remplacer Biggie, mais en fait il est aussi peut-être venu remplacer Xavier Woods dans cette histoire. Donc donc Xavier Woods qui essaie de pas trop se démonter, même si on voit bien que ça le travaille tout ça. Et puis ça se lance donc un défi et on aura un 6-man tag team match. Probablement la semaine prochaine entre donc le Final Testament et le New Day. J'ai pas vérifié la date, mais moi je mettrais ça la semaine prochaine si j'étais à WWE. Donc voilà, oui, entre le Final Testament et puis c'est le New Day dans cette version ou le Final Testicule, comme dit Kofi Kingston. Écoute, ça continue cette petite histoire avec un Xavier Woods là qui est prêt pour Hollywood dans son jeu là. Il arrive à bien faire le mec tourmenté. Oui, je pense qu'il est pas forcément très content et ça se voit. Et je trouve que cette histoire, avec le temps, elle devient plus intéressante. Enfin, après, Karrion Kross, c'est quelqu'un que j'aime pas du tout, c'est un secret pour personne. Mais là, je dois reconnaître quand même, je dois lui laisser que, avec la durée et ce qui se passe et tout ça, je dois reconnaître que là, il tient quelque chose quand même. Enfin. Voilà, je commence quand même à apprécier un peu le jeu entre les six, entre tous les protagonistes et tout ça. Ouais. Donc, je dois quand même lui reconnaître, voilà, que même si je l'aime pas, il fait du bon boulot quand même à essayer de rentrer un peu dans la tête de Xavier. Et plus le temps passe, et plus on a l'impression qu'il est dans sa tête et que le New Day qui a tenu depuis, ça doit faire une bonne douzaine d'années, je pense maintenant. On voit que c'est les premiers un peu prémices de peut-être quelque chose de différent. Et c'est vraiment la première fois, sauf si j'ai oublié des choses en cours de route, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la première fois où on voit un peu des dissensions et où on se dit que peut-être que une séparation peut-être. Ouais, d'autant plus que là la grosse différence c'est que Biggie il reviendra jamais quoi. Il y a très peu de chances qu'il revienne. Donc effectivement, le New Day tel qu'on l'a connu n'existe plus. Donc c'est peut-être effectivement le moment. Alors peu importe où ça va dans cette direction, parce que pour l'instant Xavier Woods sent que ça le travaille et tout, donc ils peuvent aussi bien le faire partir ou trahir ou faire un heel turn, peu importe, que tout simplement retrouver la raison. Kofi peut dire écoute. Peut-être que ce qu'il travaille, c'est juste le fait qu'il veut, si quelqu'un remplace, c'est plus le côté quelqu'un vient remplacer Biggie, et ça veut dire que Biggie c'est fini, il reviendra jamais, donc c'est surtout ça qu'il doit le travailler, mais effectivement, tu as raison, ça rend le Final Testament, si ce n'est intéressant, au moins utile, ce qui n'était pas forcément le cas, donc rien que pour ça, on peut le reconnaître. Damien Pierce au téléphone, il est interrompu par Drew McIntyre. Alors les deux, ils peuvent vraiment pas se saquer. J'adore les tensions. Adam Pierce, Drew McIntyre, c'est quelque chose. Visiblement, CM Punk a eu des problèmes d'avion, Letty. Donc voilà, il n'est pas là ce soir. L'autre, l'Écossais lui dit, de toute façon, ça tombe bien. CM Punk, c'est le passé. Lui, c'est le présent, c'est le futur. Il pense à tout. Il râle d'ailleurs, il se plaint auprès de la direction par rapport à Randy Orton qui obtient des title shots alors que le mec est même pas là, il est même pas demandé un électro. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va gérer les affaires et donc Adam Pierce peut
avoir confiance. On voit qu'Adam Pearce n'est pas très très rassuré par ce qui peut se passer. On retrouvera ce beau monde un petit peu plus tard avec Randy Orton. Randy Orton qui arrive, qui prend le micro. Et donc il a Monday Night Raw, hein. N'oubliez pas qu'il est de SmackDown. Il y a 20 ans, il remportait le titre World Heavyweight. Donc pour la première fois, il était jeune, hein. C'était le plus jeune champion du monde poids lourd, hein, à l'époque. Voilà, il a marqué l'histoire. Et à Berlin, l'histoire va se répéter. Il va devenir champion du monde pour la 15e fois. Les titres, on compte 15 fois. Randy Orton, ce serait incroyable. Gunther débarque, il arrive. Orton tout de suite l'arrête. Il dit, toi, regarde bien autour de toi, profite, parce que dans quelques semaines, tout ça, ce sera terminé. Monday Night Raw, ce sera ma nouvelle maison. Gunther lui répond, c'est Randy Orton qui doit prendre une photo. Il n'y a pas de problème, Randy Orton, c'est la vipère, c'est un des plus grands talents, mais c'est surtout un des plus grands gâchis de la WWE, avec le ring général qui va prendre la place. Randy Orton répond, pas de problème, j'ai fait pas mal de conneries, probablement plus de conneries que tous les mecs du vestiaire, et ça c'est vrai. Côté jeune de Randy Orton, c'est documenté. Il y a des reportages pour ceux qui veulent sur les bêtises de jeunesse de Randy Orton qui auraient pu lui coûter la sortie plus d'une fois. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un père de famille, il a mûri. C'est un Randy Orton qui est en paix avec lui-même. Ce à quoi Gunther va finir par lui répondre des petites attaques personnelles, il dit simplement que c'est un gros gâchis, tout comme son grand-père l'était, et tout comme son père l'était, tout simplement, des gros échecs. Et Randy Orton est le plus grand échec d'entre tous. Et là, on voit que la vipère, il commence à grincer des dents quand il entend ça. Et c'est très très tendu, les à ce moment-là, entre les deux hommes. Hein. On voit en plus l'Autrichien est très content de son coup, il a le sourire narquois comme ça. Randy Orton, on sent qu'il est prêt à péter un câble. Et heureusement, si je puis dire, hein, Drew McIntyre débarque, il vient foutre le bordel, mais au moment où Gunther se retourne, c'est le RKO qui passe, qui est placé, et McIntyre qui arrive, s'approche du ring, et CM Punk arrive aussi, Letty, c'est le gros bordel, par la foule, donc il vient d'arriver, l'avion s'est posé un instant sur le tarmac d'Austin, dans le Texas, et Punk qui chope la ceinture. Alors la ceinture, pas de championnat, hein, la ceinture qui tient le pantalon, hein, de Drew McIntyre, et lui assène des coups, des coups qui claquent, des coups sur les fesses, des coups sur le dos, et McIntyre s'échappe par la foule. Un petit peu plus tard, CM Punk part à la recherche de Drew McIntyre, il se fait interviewer là vite fait, il dit voilà que le problème c'est pas l'histoire du bracelet, c'est le nom qu'il y a dessus, donc il va aller tout simplement se venger, hein, tout simplement. Et en plus, ça tombe bien, les gens sont très contents quand CM Punk attaque Drew McIntyre. Donc, pourquoi se priver? Eh bien voilà, là on a eu quand même peut-être les 4 gros main eventers, les 4 grosses stars là du moment, autour du... on a la title picture là, les titres simplement. On a du beau monde, les main eventers qui se disputent autour du championnat du monde poids lourd. Il y a du beau monde, Oui, c'était un gros morceau. J'ai trouvé ça plutôt intéressant de mélanger un peu les deux storylines pour pouvoir un peu aussi garder l'interruption de Drew. Je trouve était très bien amenée, puisqu'on garde comme ça une confrontation réelle entre Gunther et Randy pour vraiment Berlin. Qu'on parte pas trop dans des déjà bagarres avant ça et tout ça. Ouais. J'ai trouvé ça plutôt malin. Gunther, comme d'habitude, le côté vraiment qui rentre dans la tête des gens, en commençant à insulter le papa, le grand-père. Là, on commence à rentrer dans des choses très personnelles. Ça hype encore plus, je trouve, le match, et ça énerve d'autant plus Randy, donc je pense qu'on aura un match d'autant meilleur. Drew qui se met au milieu, et puis qui, on va dire légitimement, peut se poser la question de, effectivement, il est pas dans son roster, qu'est-ce qu'il fout là? Et moi, pourquoi j'ai pas le droit d'avoir un match pour le titre? Ce qui pourrait s'entendre, hein, d'autant plus que je pense que Drew est aurait plus que sa place dans ce match-là. CM Punk qui lâche pas le morceau, évidemment, qui nous fait croire qu'il a des problèmes d'avion, il est pas là, et forcément il débarque au dernier moment. Et
ouais, c'est pareil. Je pense qu'on aura un match revanche dans pas très très longtemps. Et le coup de lui piquer sa ceinture pour le frapper avec, voilà. Enfin, il y a que CM Punk qui peut penser un truc Aussi tordu. Ouais, voilà. Je cherchais le mot aussi tordu. Donc c'est très intéressant. Ouais, j'aime beaucoup effectivement ce qu'ils s'y font de réussir à. On sent voilà c'est pas hermétique hein, comme ça pouvait l'être à l'époque de Roman Reigns qu'il avait le titre où c'était vraiment un challenger à la fois. Là, on a vraiment les challengers qui grattent à la porte, hein, qui se bagarrent en fait tout autour jusqu'à ce que pour l'os soit lâché, qu'ils puissent trouver leur place. Et je trouve ça excellent cette dynamique qu'il y a autour du titre du monde poids lourd où il y a beaucoup de monde et que des mecs tout à fait légitimes comme tu l'as dit qui ont tout à fait leur place. Mais voilà, ils peuvent pas s'empêcher de se taper dessus et du coup, ça crée suffisamment de diversion là pour laisser la place à un mec comme Randy Orton qui nous a proposé là une belle prestation. Et je suis comme toi, je suis assez impatient de voir ce match là, face à Gunther qui promet d'être encore meilleur que le match qu'ils avaient eu en finale du tournoi du King of the Ring, parce que là, on a en plus tout le côté le passif et là le côté voilà mind games hein, de l'Autrichien et Randy Orton qui ça faisait un petit peu longtemps qu'il nous avait pas teasé la possibilité d'un Randy Orton qui pète un câble vraiment. C'est vrai qu'on a ce Randy Orton depuis sa bromance avec Matt Riddle qui s'était assagi, hein, qui était devenu un mec cool, un papa cool, qui avec ses vidéos où il joue avec ses gamins à la piscine, qui part en vacances, voilà, qui est sympa. Là même il a d'ailleurs une interaction plutôt rigolote avec le Miz. J'en profite pour faire la transition un petit peu backstage. On a le Miz qui s'inquiète parce que le Miz, il se fait booker un match avec un Truth qui pense lui booker un match face à Braun Strowman, mais en fait le Miz il a un match face à Bronson Reed. Bronson Reed qui passe son temps à venir gueuler auprès d'Adam Pearce. Et ça se retrouve entre les cordes. Le Miz versus Bronson Reed. Le pauvre Miz, il va pas faire long feu, il va tenter comme se défendre. C'est quand même le Miz, voilà. Ils l'ont rappelé, hein, un double Grand Slam champion. C'est pas n'importe qui. Il y a un beau portfolio, un beau CV, le Miz. Mais Bronson Reed, voilà, c'est le petit jeune qui monte, hein, tout simplement, qui monte et qui descend, les types, puisqu'il va passer son temps à faire des tsunamis. Je sais pas si tu les as comptés, le nombre de tsunamis qu'il a fait après que la cloche ait sonné et malgré les interventions désespérées de tout le staff pour tenter de l'empêcher de tuer à la fois le Miz, mais aussi un Truth. C'est surtout un Truth qui va bouffer du tsunami. Ça a duré des plombes et la foule était en feu. C'était en feu et ça j'ai bien kiffé moi tout ce passage. Je trouve que ils ont raison de se lâcher, de donner un petit peu à la foule. C'est très basique, hein, c'est presque organique, quoi. C'est le niveau zéro du catch, quoi. C'est juste des gros mecs qui détruisent des gars pendant 10 minutes et la foule qui est complètement bêta face à ce truc et qui one more time, alors qu'ils sont quand même, il est en train de tuer R-Truth, quoi, qui est le mec que tout le monde adore, mais en fait la foule peut pas s'en empêcher. Ils veulent voir un gros bonhomme sauter et plonger et écraser le pauvre R-Truth. Oui, c'était impressionnant. Et puis oui, quelque part c'est ça. On se dit oh le pauvre R-Truth, mais en même temps on veut voir jusqu'où il est capable d'aller, combien il est capable d'en faire avant de se dire non c'est bon, je suis calmé. Qui n'est pas arrivé, mais voilà. Et là où je trouve que c'est malin, c'est que le Miz et R-Truth, on voit qu'il commence à y avoir un petit peu aussi, enfin que le Miz commence à en avoir ras-le-bol de Truth qui est R-Truth, quoi, qui comprend rien, qui confond tout le monde. Et là, on a quand même R-Truth qui a poussé le Miz sur le deuxième, je crois, ou troisième tsunami qu'il allait prendre. Il a quand même poussé le Miz et il se les est pris lui à la place. Ouais. Donc je me dis que là, c'est quand même malin parce que en même temps, on n'a pas revu le Miz après. Mais je me dis que dans les prochains temps, il y aura peut-être aussi le côté, il comprend rien. D'un côté, il s'est, entre guillemets, sacrifié pour son copain, quand même. Ouais. Donc, voilà, à voir ce que ça va donner. Et puis, Bronson Reed, qui est, inarrêtable, avec Adam Pearce, qui va faire une crise cardiaque, je pense, dans pas longtemps, à force de hurler sur Bronson Reed. Et là, pareil, j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner, la semaine prochaine sur... par rapport à ça, puisque comment est-ce que Adam Pearce va réussir à l'arrêter c'est une bonne question. Parce que là, je vois pas de réponse, je vois pas comment il pourrait faire pour le calmer. Parce que je pense que même s'il lui dit de pas venir, il va venir quand même de toute façon. Donc, oui, depuis quand les catcheurs s'interdisent de venir quand c'est ça.
le général manager leur interdit. Ils ont des amendes, d'ailleurs, c'est marrant, dans le petit encart, lors de l'arrivée de Bronson Reed, c'était un petit encart avec les hauts faits, toi, abattu machin la semaine dernière, s'est qualifié au tournoi il y a le mois dernier. Et là, pour Bronson Reed, c'était mis reçu une amende au montant inconnu. C'est ça, au fait de la semaine dernière, il a reçu une amende. Donc ça, ouais, c'est très drôle, mais t'as raison, c'est toujours une petite qualité d'écriture là, effectivement, qui est toujours sympa, qui fait qu'on s'attache à tous ces mecs-là. Et puis ça a peut-être un petit peu renouvelé le Mise Our Truth. On sait que ça tournait un petit peu en rond, mais là peut-être une petite dynamique avec ce sacrifice ultime de Our Truth, qui est quand même un bon gars dans le fond. Et voilà, c'est dur ce qui lui est arrivé, mais bon, nous on avait envie de voir ça, tous les tsunamis là, c'était une avalanche de tsunamis. La division tag team féminine existe toujours et tente même d'attirer notre attention, puisque ce soir on a eu un match qui a posé le Damage Control. Alors Damage Control, il reste plus grand chose, hein. C'est les vestiges du Damage Control, Letty, puisque actif ne reste plus que Io Sky et Kairi Sen. Asuka est sur la touche depuis plusieurs mois. Il est parti évidemment, on le sait bien. Et Dakota Kai est blessée. Visiblement, elle s'est repété le genou. Comme ça. C'est Damage Control version minimum, mais bon, à 2 ça suffit pour être dans la title picture. D'ailleurs, c'est un match d'aspirants pour avoir un title shot qui se joue entre Damage Control d'un côté et Zoe Stark et Shayna Baszler avec Sonya Deville, qui d'ailleurs ont un nouveau nom de clan, Pure Fusion Collective. Merci Letty, heureusement que t'es là. Le PFC. Écoute, je pense que c'est aussitôt oublié. Hein. Ils avaient pas beaucoup c'est un générateur de noms. Parce que franchement. C'est ça. Bon, pourquoi pas. Écoute, en tout cas, elles sont là. Chacune a eu droit à une petite vidéo de présentation. Le match n'ira pas jusqu'au bout, puisqu'il y aura intervention avec les championnes Dawn and Fire qui sont ringside pendant le match. Il va y avoir une intervention, ce qui va créer donc une victoire de Damage Control, je crois, via disqualification. Donc le match n'ira pas au bout. La title picture, la division existe. Les filles se battent pour avoir des pour être contender finalement. Et je pense qu'il faut s'en contenter et être heureux déjà que ça tourne quoi, que ça tourne finalement. Est-ce que t'es d'accord avec moi ou je suis trop sympa? Non, c'est après bon, voilà, la semaine dernière, je disais que c'était la partie qui m'intéressait le moins, qui est toujours le cas, mais oui, voilà. C'est pas incompatible. Voilà, il faut leur laisser effectivement elles existent, elles sont là. Le match après en lui-même n'était pas inintéressant, mais c'est que je trouve que c'est l'histoire, la storyline en fait qui doit pêcher quelque part, parce que je trouve qu'on n'a pas enfin pour moi en tout cas, il n'y a pas l'étincelle qui fait que je me dis oui tiens j'ai envie de voir ça. Elles sont là, je me dis bon cool, un match féminin, mais voilà, s'il y avait eu quelque chose d'autre à la place, ça m'aurait pas gêné plus que ça. Après, voilà, à voir, est-ce que ça vient des championnes? Peut-être, je sais pas. Le fait que voilà, c'est des championnes qui ont été qui ont gagné bon, je veux pas être méchante, mais voilà, plus ou moins parce qu'elles étaient les locales de l'étape et qu'il fallait qu'il y ait un local qui gagne. Enfin, je pense que c'était plus ou moins ça. Et depuis, elles ont rien fait, je trouve, d'exceptionnel. Mais bon, en tout cas, voilà, le match était quand même pas inintéressant. Et puis, voilà, on verra ce que ça donnera. Et peut-être qu'elles vont trouver le petit truc pour nous intéresser un petit peu plus à ce qui se passe. On croise les doigts. En plus, ce qui n'aide pas non plus, c'est que de tous ces clans-là, en fait, sont tous des clans heal. Hein. Donc, Damage Control, le clan de Sonya Deville, mais également les championnes en titre. Donc c'est un petit peu compliqué. Tu as raison. Il y a des problèmes de storyline, des problèmes de personnages là à poser, et de rivalité à construire. Donc pour l'instant, tout le monde se bat pour avoir sa chance, pour avoir le titre. Et c'est vrai que ça manque un petit peu d'histoire pour vraiment s'attacher. Donc tu as raison, hein, c'est probablement la partie la moins intéressante du show rouge, mais bon, ça a le mérite d'exister. Eh bien écoute, je crois qu'on va pouvoir aller direction le main event de ce show
rouge avec Sami Zayn qui affronte ce soir Bron Breakker dans un match pour le titre intercontinental. Pas n'importe quel match, un 2 out of 3 falls, donc un match en 3 manches. Il faut remporter 2 manches pour remporter le match. Sami Zayn, il est boosté par Jey Uso dans les backstage. Et Sami Zayn, eh bien, il y va pour affronter Bron Breakker. Un gros match, évidemment, entre le Canadien et l'Américain, qui a droit à une super entrée, là, à travers les coulisses, qui arrive sous les ovations de la foule. Là, on a vraiment un match, la foule était à fond derrière les deux protagonistes. Hein, ils ont vraiment, là, du côté de la WWE, des petits jeunes qui sont des heels, mais qui ont tellement d'intensité. On parlait de Bronson Reed, la Bron Breakker, que la foule est en délire à chaque fois qu'ils arrivent. Et c'est parti. Le premier tombé va être remporté par Sami Zayn suite à une grosse clothesline que le Canadien va se manger. Mais derrière, le Helluva Kick qui va venir surprendre Bron Breakker, le champion intercontinental, pour le compte de 3. C'est la petite surprise. On se dit, oh là là, Sami Zayn, le Canadien, a déjà une manche. Il suffit plus que d'une seconde pour remporter le match. Malheureusement, le deuxième tombé va se terminer sur un spear après un énorme power slam, un énorme spear de Bron Breakker sur Sami Zayn, et derrière ça va dérouler, on va partir là, Sami Zayn il va subir la furie de Bron Breakker. Le spear est d'abord bloqué par un coup de pied du Canadien. Derrière, Bron Breakker se relève, il monte sur le coin, il balance Sami Zayn au sol, Sami Zayn se relance, et derrière c'est un énorme spear de Bron Breakker qui vient couper en deux Sami Zayn. On a eu une course énorme aussi, à l'extérieur du ring, qui était suivi en caméra embarquée, là où Bron Breakker est venu plonger, projeter Sami Zayn, c'était à l'extérieur du ring, par-dessus la barricade, du côté du sonneur de cloche, là où se cache tout le staff technique, où sont Samantha notamment et le ring announce, donc le ring announcer et celui qui tient la cloche. Donc c'était énorme spear, enfin énorme, c'est pas vraiment un spear, il l'a projeté, il l'a amené par-dessus la barricade. Et derrière, c'est bien le spear qui va coucher Sami Zayn. Bron Breakker a détruit le Canadien, il l'a envoyé, je pense, en vacances, peut-être rejoindre Letty sur la plage, là peut-être. Je suis pas sûr qu'on va revoir le Canadien tout de suite, parce que c'était comme un gros main event. Sami Zayn a résisté, mais ça n'a pas suffi. Il fallait résister pendant 3 manches, et c'était peut-être 2 manches de trop pour le Canadien. Bron Breakker était trop fort ce soir. Trop fort, et je pense que la ceinture, elle va rester de son côté pendant un certain temps. Énorme match. Sami Zayn qui, comme d'habitude, qui s'est donné jusqu'au dernier moment, et Bron Breakker, qui laisse parler la puissance. Il a réussi à se faire surprendre, je pense, par la vitesse de Zayn sur le premier point. Mais bon, voilà, c'était, on va dire la petite erreur de son côté, mais qui n'a pas. Derrière, il s'est ressaisi et il s'est dit, allez, c'est bon, fini les conneries, je vais le démonter, le petit rouquin, là. C'est parti. C'est bien énervé derrière, donc non, gros match qui, je pense, marque la fin de cette rivalité. Voilà, il a eu Sami Zayn 2 matchs de revanche, je crois, déjà. Donc là, on va pouvoir, je pense, passer à autre chose. Prochain contender, qui est-ce que ce sera? Bonne question, j'ai hâte de savoir. Et voilà, en tout cas, c'était un gros main event pour finir ce gros, qui était encore une fois assez exceptionnel, je trouve. Ouais, on a eu quelques moves, j'en ai parlé là, celui à l'extérieur où il se fait projeter dans la zone là, du timekeeper. On a aussi eu ce saut de grenouille là, ce leapfrog de Sami Zayn qui était contré en power slam là, en slam qui était assez dingue. Comment il allait le choper là, comme s'il était chopé une mouche en plein vol, puis il a plaqué au sol. Les grosses descentes, des clotheslines aussi sautées là de Bron Breakker vers la table des commentateurs qui était assez énorme. C'était vraiment un super match qui vient effectivement terminer, tu l'as dit, une grosse rivalité qui finalement était plutôt bien ficelée, qui a permis vraiment de montrer que Bron Breakker c'était tout simplement l'avenir
de la WWE. En tout cas, ce titre, ce championnat intercontinental, comme tu l'as dit, Letty, va falloir aller le chercher, hein, parce que la Braun Breaker, c'est devenu une méga star en fait. Hein. Ils ont réussi là, en quelques semaines, en quelques mois, depuis son arrivée, à faire de Braun Breaker un main eventer de Weekly. Et c'est comme ça que ça commence, hein, tout simplement. Et c'est comme ça que donc se termine notre analyse de Monday Night Raw. Letty, avant de passer au show bleu, avant de passer à SmackDown, c'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager ton flop, hein, si tu en as un, et ton top, là je pense que tu en auras, et ta note pour ce show rouge qui avait lieu donc à Austin, au Texas? Oui, eh ben écoute, mon top, j'hésite beaucoup entre l'opener et le main event. Je vais le donner au main event, parce que comme on l'a dit, c'était un énorme match de fin de feud, donc voilà, gros top au main event. Le flop, j'ai eu un peu de mal à en trouver un, mais je vais le donner, alors pas aux filles, mais à la personne qui a validé le nom Pure machin là, Fusion Collective, parce ça que c'est juste pas possible. Tu sais, les types, peut-être que ça n'a pas été validé. Hein, peut-être. Parce que, enfin, voilà, et trouver des noms d'équipe, c'est bien, mais il faut des trucs qui soient faciles à retenir et faciles à dire. Enfin, voilà, parce que là, je trouve qu'on rentre dans des trucs un peu compliqués. Ouais. Et ma note, écoute, je vais donner un bon 4,25. C'était un gros show, comme les Raw depuis quelques mois maintenant, qui sont quasiment tous exceptionnels, j'ai envie de dire. C'était superbe, tu as raison. À quoi je vais donner mon top? Écoute, je vais le donner à l'opener. Je vais le donner à l'opener qui était peut-être un petit poil long, mais j'ai beaucoup aimé cette mise en scène, cette passe d'armes là entre Rhea Ripley et Dominique et Liv Morgan. J'ai beaucoup aimé cette séquence jusqu'au bout, donc ça va être mon top. Mon flop, écoute, c'est vrai que c'est difficile à les trouver. Je pense que, je vais le donner à cette histoire-là alors je vais le donner, si ça se révèle être vrai, à Chad Gable, qui nous fait croire qu'il est à Paris alors qu'il serait à Madrid. Alors, après, sous la condition que, effectivement, c'était le cas, parce que il aurait même pu nous faire une vidéo, dans le village olympique, tu sais. Il aurait pu se donner la peine d'être au village olympique à Paris, ça aurait été sympa, peut-être même avec une star. Toi, des JO, ça aurait été sympa, peut-être une star de la lutte aux Jeux Olympiques, ça aurait été plutôt sympa. Bon, c'est vraiment un petit flop. C'est comme ça, Monday Night Raw, on va gratter des petits trucs. Je te rejoins, 4,25 aussi pour moi, c'était vraiment un super show, c'est incroyable, Monday Night Raw, le 4 est devenu un minimum, donc c'est assez dingue. On va aller voir du côté du show bleu, si c'est pareil, on prend l'avion, et je crois, oui, on était bien à Orlando, hein, en Floride, pour le show bleu. Nous sommes le 16 août. On atterrit tranquillement avec une ouverture de show qui est en l'honneur de la Queen Nia Jax, qui est donc notre championne féminine, championne SmackDown. C'est ça, championne. C'est championne WWE. Championne poids lourd, c'est du côté de Monday Night Raw, qui est organisé par les Pretty Deadly et par Tiffany Stratton. Donc on a un joli décorum, tout en rose. Hein. C'est le dress code, c'est le rose, qui va pas forcément plaire beaucoup à Nia Jax, qui arrive sur son trône. Ça, j'ai adoré. Hein. L'entrée de Nia Jax, elle a une superbe couronne là, très moderne, avec son trône porté par 4 magnifiques spécimens. Ça lui va très bien, Nia Jax, à cette entrée, je trouve. Mais elle n'est pas très contente. Elle lui dit, le rose, c'est pas trop ma couleur. Alors les autres sont là, bon, c'est pas trop. Donc, pour faire un petit peu diversion, les Pretty Deadly lui font une petite comédie musicale. Et derrière, c'est surtout Michin qui vient foutre le bordel, gâcher la fête. Elle attaque Tiffany Stratton avec le kendo stick, les Pretty Deadly aussi, et Nia Jax en profite pour partir. On retrouvera ce beau monde un petit peu plus tard, avec notamment en coulisses une séquence où Michin explique qu'elle va avoir un title shot face à Nia Jax la semaine prochaine. Au passage, elle croise Chelsea Green et Piper Niven, qui sont choqués et qui vont voir Nicolas. Et Nia Jax qui vient donc attaquer Michin dans le dos, Mimi, comment on l'appelle.
Et voilà, donc on nous book des petits contenders tranquilles pour Nia Jax. À retenir, pour moi, c'est vraiment l'intro. J'aime beaucoup cette intro sur le trône là. Nia Jax, voilà, la queen, la patronne tout simplement. Qu'est-ce que tu as pensé là de cet opener? Oui, bah après je te rejoins sur l'entrée qui est quand même qui lui va bien, je trouve, Ouais. à Nia Jax. C'est vraiment voilà le côté queen, le côté en plus championne depuis 2 semaines. Donc Mhm. non, c'était plutôt pas mal. La petite fête préparée par Tiffany et les Pretty Deadly. Bon ben voilà, comme on pouvait s'y attendre en voyant le ring, c'est pas trop le genre de Naya, mais bon pourquoi pas. Et j'aime beaucoup en fait le côté c'est la championne, c'est quand même Nia Jax. Enfin c'est Ouais. une puissance avec tout le côté comique qu'il y a autour. Les Pretty Deadly qui nous chantent leurs petites chansons et qui sont attaqués Mhm. par Michin, qui ont été vraiment mis là pour être de la chair à canon en fait pour Michin, qui s'en prennent quand même un paquet de coups de kendo stick, les pauvres. Mhm. Et non, j'aime bien la contradiction en fait entre les deux univers en fait de Naya et de Tiffany qui se rencontrent. Ouais. Et non, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Elle a un match qui est prévu contre Michin. Bon, on se fait pas beaucoup d'illusions, mais au moins ça reste un match, ça reste un contender et sa première défense de titre. Donc non, je trouvais que c'était pas mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a ça marche bien cette dissonance, cette contradiction, comme tu dis, entre l'univers très coloré Barbie là, très rose de Tiffany et Nia Jax, et ça marche bien. Et en plus, alors, pour moi, la super bonne idée, c'est d'avoir ajouté les Pretty Deadly là-dedans. Alors là, vraiment, ça fait vraiment la cour un peu folklorique de la reine, façon un peu Alice au pays des merveilles, ou tous ces univers là où la reine en fait est jamais vraiment contente parce que les autres sont un peu à côté de la plaque, ils n'arrivent pas à savoir ce qui lui plaît, ils en font toujours trop, et là cet univers très coloré, très rose, et puis les deux autres zigotos là qui nous font du Broadway là, à faire leurs petites chansonnettes pour essayer de distraire la reine Nia Jax et qui se fait gâcher la fête évidemment, même si elle aimait pas la fête, c'était pas trop son truc, mais en plus elle se fait gâcher. Donc ça marche bien. Il faut vraiment il faut continuer. Hein. Il va falloir continuer pendant plusieurs semaines là, avec tout ce genre de petites scènes. Les petits Deadly là, ils ont qui étaient revenus il y a quelques semaines là, ils ont quelque chose à faire. Ils ont un rôle à jouer. Ils sont parfaits. Donc ouais, ça voilà, c'est pas ça reste, pour l'instant, on va rester au niveau du weekly, hein, mais ça va animer les weekly, ça va nous divertir, et donc j'ai trouvé cet opener plutôt bien ficelé avec cette nouvelle faction presque hein, qui se met en place. Derrière, on va voir un match entre Andrade et Carmelo Hayes. C'est Carmelo Hayes qui va gagner cette fois-ci. La dernière fois, Carmelo Hayes avait perdu 2 fois, hein, les 2 derniers matchs. D'ailleurs, il se fait remettre en place par Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi qui discutent derrière. J'ai trouvé ça sympa, Carmelo Hayes qui se fait un peu charrier et puis qui derrière il fait ouais, mais au moins ça veut dire qu'elles ont regardé mon match. Et puis derrière, il va faire son match justement face à Andrade, un match assez costaud entre les deux. Et c'est Carmelo Hayes cette fois-ci qui va réussir à l'emporter avec un petit roll-up la suite à un moonsault d'Andrade qui est contré. Et les deux derrière, Carmelo Hayes, il va célébrer sa victoire un petit peu trop. Il est là, il joue l'arrogant, et Andrade finit par l'attaquer. Une grosse bagarre éclate, une très grosse bagarre, même je trouve une bagarre qui est beaucoup trop grosse pour pour euh, pour de la low card. Mais peut-être que c'est un mal pour un bien, puisque la foule était finalement assez embarquée. Le match était vraiment très compétitif. Et puis cette petite bagarre d'après-match où la foule dit ouais, laissez-les se mettre sur la tronche. Souvent, les teals, ça permet à la low card d'exister et derrière de mettre un petit peu de feu là, un petit peu d'intensité dans une rivalité de bas de cartes. Donc, écoute, pourquoi pas, hein, si ça peut aider à la fois Carmelo Hayes à rester un petit peu, voilà, sur les écrans, et puis aussi notre ami Andrade, hein, qui sont un peu deux mecs sans programme, si ça leur permet d'attirer l'attention sur eux, moi je dis pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, bah oui, pourquoi pas. Et puis d'autant plus que voilà, ils ont quand même du temps d'antenne Ouais. régulièrement. Enfin, ils sont là toutes les semaines. Le match était franchement bon entre les deux. La bagarre était voilà, ça cognait. C'était
plus qu'intéressant aussi. Et voilà, ils vont continuer, je pense, encore comme ça quelques semaines, puisque bon, il n'y a pas d'enjeu plus que ça. Comme tu l'as dit, on est dans de la, peut-être pas low card, mais mid card, voilà. Mais en attendant, ils sont là, c'est divertissant, enfin c'est agréable à regarder, donc oui, pourquoi pas, allez-y, il n'y a pas de souci. Là, on est typiquement sur une rivalité de compète, de compétitive. Les mecs ont déjà 3 matchs à leur actif. Et t'as l'impression que seulement là, ça commence seulement en fait. Justement grâce à cette bagarre post-match, où voilà, suite à voilà l'arrogance de Carmelo Hayes va faire naître comme ça une rivalité. Voilà, on se souvient des Sheamus versus Cesaro et leur série de 7. Voilà, qui étaient, voilà, c'est pareil, des matchs très compétitifs. Puis au final, ça avait embarqué la foule. Donc, ils ont une carte à jouer, à eux de la saisir. On va continuer cette fois-ci. Justement, je vous ai parlé de Naomi, qui était avec ses copines Cargill et Bianca Belair, qui elle, pour la peine, c'est un petit peu dur, parce que elle peine à exister. Ça, c'est assez, pour l'instant, c'est assez inexplicable. Ce qui se passe avec Bianca Belair et Jade Cargill, qui à part être jouer les copines. Dans les coulisses, donc pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est plutôt Naomi, elle, qui a un petit programme face à Blair Davenport, qui elle aussi a une carte à jouer. Voilà, c'est toutes les petites montées d'NXT qui ont peut-être justement une opportunité là du côté du show bleu. D'ailleurs, Blair Davenport qui va gagner son match face à Naomi en plaçant sa prise là. Naomi donc qui tombe face à Blair Davenport. Là c'est pareil, on est un peu dans la même équation, une ancienne, voilà, Naomi ancienne de la WWE, tout comme l'est Andrade, face à une petite montée d'NXT qui veut marquer le coup. Là je pense qu'il va falloir peut-être jouer un petit peu la même carte et mettre vraiment du physique et aller taper, voilà, créer de l'intensité. Pour l'instant on échange des victoires. Mais pour l'instant, on échange des victoires un petit peu pour rien. Donc, je sais pas ce que tu en penses là. Qu'est-ce qui manque encore là, peut-être pour cette rivalité, pour que ça déclenche, voilà, que ça attire notre attention, quoi. Ce qui manque, je pense que c'est surtout un enjeu en fait, parce que là, elles se mettent sur la tronche un peu toutes les semaines. Mais bon, dans quel but, pourquoi, on sait pas trop. Et je pense que c'est ce qui pêche un petit peu au niveau de la division féminine, notamment à SmackDown, c'est que là actuellement on a quand même le titre qui est avec Nia, donc qui est très bien, mais voilà, t'as qu'un contender à la fois, donc forcément c'est un peu plus bloqué. Et puis les ceintures par équipe, il y a que 2 championnes pour les 2 shows. Et là, à l'heure actuelle, elles sont occupées avec Damage Control, Fusion Collective, machin et tout de l'autre côté. Donc là, elles sont pas là. Donc, je pense que c'est ce qui fait aussi que Jade Cargill et Bianca Belair, dans la limite où elles sont toujours considérées comme une équipe à l'heure actuelle et qu'il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de compétition en fait au niveau des équipes. Donc forcément, c'est beaucoup moins intéressant à regarder. Et si c'est juste pour les voir, rigoler et discuter dans les vestiaires, on s'en fiche un petit peu en fait. Je pense que il manque un peu il manque de la compétition, il manque un objectif en fait, un intérêt à tout ça. Je pense. Ouais, effectivement, elle pourrait se battre par rapport, pour un title shot. Ce serait pas déconnant, t'as raison. Il faut qu'il y ait un objectif pour donner de l'intérêt. Donc c'est vrai que là pour l'instant, c'était un match un petit peu, on savait pas trop pourquoi, un petit peu pour du beurre. On a pu voir là dans la foule, justement une championne NXT, Roxanne Perez, qui est là. Alors on est à Orlando, en Floride, donc on n'est pas loin. On est sur les terres d'NXT. On a aussi une vidéo que j'ai personnellement adorée de Giovanni Vinci, qui arrive, il revient repackagé en Don Juan italien. Giovanni Vinci, qui nous reprend un petit peu son gimmick qu'il avait commencé à NXT, Veni Vidi Vinci. Voilà, un Italien qui est, voilà. Est-ce qu'on a là la relève de Santino Marella? Je ne sais pas. En tout cas, lui, c'est un vrai Italien, contrairement à Santino, si je lui dirais pas en face, mais voilà. Donc ça, c'était plutôt rigolo. On verra ce que ça donne. Et moi, ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup Giovanni Vinci.
On va aller voir ce qui se passe avec Grayson Waller et Austin Theory qui sont bien énervés face justement au title shot de Kevin Owens face à Cody Rhodes. Voilà, ils sont en train de parler mal de Kevin Owens qui les entend et qui arrive par derrière. Grayson Waller qui dit t'étais là toi. Il dit voilà, effectivement t'as raison, vous avez raison, je suis un gros loser, je suis un perdant, je mérite pas mon title shot et si on a qu'à le prouver ce soir. Et donc Kevin Owens versus Grayson Waller qui a lieu direct dans la foulée. Grayson Waller qui va perdre un pop-up powerbomb dans les cordes là et le stunner suivi du gros tombé. La victoire du Canadien juste après le match. Grayson Waller qui continue à être attaqué par Kevin Owens qui se montre vraiment très agressif, hein. Il ressort même son moveset un petit peu de heel là, la fameuse la pop-up powerbomb sur le bord du ring qui est armé, mais Austin Theory qui revient pour aider son poteau, la chaise qui sort et surtout Cody Rhodes qui débarque alors que le Canadien commence à être pris encerclé et qui va donc faire fuir Grayson Waller et Austin Theory. Et Kevin Owens qui va remettre la ceinture à Cody Rhodes avec un petit échange de regards, de compète entre les deux hommes qui vont donc s'affronter pour le titre. On essaye peut-être de mettre un petit peu de piment, un petit peu de sel là sur ce title shot entre deux top babyface, Letty. Oui, je pense que Kevin se réveille enfin. Ouais. Parce que c'est vrai que on en avait parlé avec Raphaël la semaine dernière. On était un peu étonnés de voir Kevin qui nous disait non, je mérite pas, tu devrais pas me le donner, je fais que perdre. Et il avait l'air un peu sincère et vraiment gêné. Enfin, on avait l'impression qu'il voulait vraiment refuser le match. Donc, moi, ça me paraissait un peu curieux quand même, parce que bon, ça reste quand même Kevin Owens. Donc là, il se réveille un peu. Enfin, on a vu dans le match que, il y a l'agressivité qui se réveille un petit peu. L'attaque après, on a vu d'autant plus, comme tu le disais, certains mouvements qui faisaient plus trop, qui redébarquent. On voyait un peu dans ses yeux que c'est moi le contender et je vais vous prouver que je mérite quand même le match. Et le petit jeu de regard, avec Cody, à la fois, merci d'être venu m'aider, mais en même temps, dans 2 semaines, c'est toi contre moi, quoi. Ouais. De toute façon, ça va être un énorme match, évidemment. Kevin Owens, Cody Rhodes. Il faut rajouter un petit peu de piment, un petit peu de sel, effectivement, histoire que ce soit pas trop juste deux poteaux qui s'affrontent avec un des deux qui a pas trop envie. Il faut quand même que Kevin Owens ait envie. Je pense que on va rester comme sur un alignement de babyface pour les deux, mais avec un Kevin Owens qui va peut-être se rendre compte que il a une opportunité en or en fait, qui peu importe comment il l'a obtenu, il le mérite. C'est tout. Il faut qu'il y aille. Ce titre qui lui a échappé pendant des années à cause de la Bloodline, il peut remettre les mains dessus. Donc ça va être un match très intéressant et de toute façon c'est deux méga stars. Donc là-dessus on n'aura pas de surprise. Ça va être un banger. Donc ça c'est du côté du titre de la WWE. Je continue tranquillement. On a du beau monde dans la foule. On a le champion Ethan Page d'NXT qui fait un petit coucou. On a Titus O'Neil aussi qui sort un bouquin, Letty, que je sais que tu as déjà précommandé, j'en suis certaine. Titus O'Neil, le plus grand, le meilleur père de famille des États-Unis. Il sort un bouquin, moi ça m'intrigue, à mettre sous les sapins de Noël à la fin de l'année. On a une petite vidéo des Legado del Fantasma qui autour d'un bon dîner qui annonce tout simplement que ils vont retourner autour du titre de LA Knight, Escobar. On a après LA Knight pour le titre des US. Derrière LA Knight d'ailleurs qui arrive sur scène et qui nous fait un petit discours mais très classique. Il vient faire juste un petit coucou. Il garde la ceinture jusqu'à la semaine prochaine puisque je crois Letty qu'il y a un match entre LA Knight et Santos Escobar la semaine prochaine pour le titre US. Donc tout ça a été du teasing. Mais bon, c'est une belle affiche quand même, Escobar et LA Knight qui s'annonce pour la semaine prochaine. On a aussi Trick Williams qui était dans la foule, Letty. Je sais pas si tu suis Letty, mais tout ça, c'est beau monde. C'est du beau monde du show jaune. Et puis on va arriver tranquillement vers le dernier chair avec tout d'abord
un match entre les Street Profits et les DIY pour déterminer un first contender pour aller chercher les titres qui sont qui appartiennent à la Bloodline, tout simplement les titres de champion de la Bloodline. Street Profits versus DIY, donc un gros match très compétitif une fois de plus. Entre Angelo Dawkins et Montez Ford. Angelo Dawkins qui nous sort toujours aussi des dingueries. Montez Ford, c'est pareil. Gargano et Ciampa, il n'y a pas de surprise. On a Dawkins qui va contrer justement une attaque de Gargano, un espèce de jeter depuis la deuxième corde, qui le porte sur ses épaules, c'est le gros tag. Et puis derrière, on a le super blockbuster pour le tomber et la victoire. C'était un match très compétitif avec beaucoup de near fall, des near fall complètement dingues. Voilà. Si vous n'avez pas regardé SmackDown, si vous écoutez cette analyse pour avoir le condensé, je vous invite vraiment parce qu'il y avait des spots à deux là qui étaient super créatifs, super très uniques, qui étaient assez dingues, les headlocks qui étaient à droite à gauche et puis surtout ça saute dans tous les sens, les Suntons, c'était vraiment magnifique. Je vous invite à regarder ce match et derrière donc c'est la victoire des Street Profits, donc qui affronteront la Bloodline la semaine prochaine aussi. Il va falloir regarder le SmackDown de la semaine prochaine, Letty, le SmackDown suivant, parce qu'il va y avoir beaucoup de matchs. Les Street Profits, est-ce qu'ils ont leur chance là? Est-ce qu'ils ont leur chance? Ah, c'est une très bonne question. Je pense pas, mais en tout cas ils vont essayer. C'est déjà pas mal. C'est ça. Comme tu l'as dit, le match était vraiment passionnant. Enfin, tu peux pas cligner des yeux 2 secondes sans qu'il se passe un truc. Les deux équipes, de toute façon, c'est deux équipes que j'aime bien. Donc moi, le résultat, les Street Profits me va très bien. Si ça avait été les DIY, ça m'allait très bien aussi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner contre les Samoans. Bon, voilà. J'ai un peu peur pour eux, mais on verra bien ce que ça donne la semaine prochaine. Ouais. La petite news du jour aussi, c'est visiblement Bobby Lashley aurait été mis sur la partie, la rubrique alumni de la WWE. Donc, apparemment. Ouais. Donc Bobby Lashley ne serait peut-être plus en contrat. Avec MVP, il me semble. Ah, MVP aussi a été mis sur. D'accord. Ouais. Letty, chaque matin se lève et la première chose qu'elle fait, c'est aller voir la page des anciens sur la WWE, la page des alumni, c'est donc la page des anciens. Ouais. Mais c'est ça, on plaisante, mais des fois c'est comme ça que les news tombent. En tout cas, visiblement Bobby Lashley a rejoint. Bah tu me l'apprends en plus avec MVP, je serais moins étonné parce que c'est vrai qu'on ne le voyait plus du tout. Mais Bobby Lashley, tu me diras, ça fait quelques semaines qu'on ne le voyait plus, donc peut-être. Le départ de Bobby Lashley par la petite porte, là, ce serait vraiment un petit départ, la petite sortie par la petite porte. Donc c'est vrai que voilà, là, on se retrouve avec les Street Profits qui se retrouvent un petit peu tout seuls. Donc écoute, il faut bien s'occuper. Donc ils s'occuperont la semaine prochaine en allant se frotter à la Bloodline. Et justement, la Bloodline, c'est notre main event avec Solo Sikoa qui fait son entrée avec Tama Tonga. Un petit peu plus tôt, il y a une petite séquence, même 2 séquences où Solo Sikoa donc expliquait tout simplement, il était avec Tama Tonga qui tenait donc le collier, le lait, qui est le collier qui est l'attribut du Tribal Chief, et il avait expliqué d'ailleurs que si Roman Reigns avait le collier, se retrouvait avec le lait comme ça, ce serait lui le Tribal Chief et ce serait lui-même, Solo Sikoa le reconnaîtrait, il acknowledgerait le Tribal Chief, mais ça c'est sous la condition évidemment qu'il récupère ce collier, qu'il devienne le chef tribal. Donc Solo Sikoa est prêt à reconnaître Roman Reigns comme le chef tribal, mais il va falloir que le chef tribal, que Roman Reigns vienne le chercher tout simplement, et donc le défi est lancé avec Tama Tonga qui accompagne Solo Sikoa et Solo Sikoa qui appelle Roman Reigns à venir le chercher, qui le provoque. Roman Reigns qui débarque avec sa musique, les deux se font face à face. Et c'est la bagarre entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Tama Tonga qui vient en aide, mais Roman Reigns qui le balance. La powerbomb sur Tama Tonga mais est arrêté. Solo Sikoa revient, il le remet sur le ring. Le Samoan Spike est préparé, mais Roman Reigns le compte, le Superman Punch
les Superman Punch qui sont balancés, le spear qui est énorme, Roman Reigns qui va donc récupérer le collier, qui le met autour de son cou, les tirs, on va très très loin à ce moment-là, on se dit, bah ça y est, c'est fait, en fait, cette rivalité n'a pas duré très très longtemps, Roman Reigns est déjà chef tribal, parce que tout le monde lève le dos en l'air dans l'arena, on se dit, ça y est, c'est terminé, la rivalité, la storyline la plus courte de l'histoire, mais non, Jacob Fatu débarque, avec sa jambe en bois, et il attaque le super kick sur l'original Trouble Chief. Il attaque Roman Reigns. Si jamais vous posiez la question de auprès de qui Jacob Fatu allait s'aligner, vous avez la réponse. Elle est là sous vos yeux, la Bloodline qui va tout simplement porter une triple power bomb. On la connaît, façon Shield, sur le OTC, sur Roman Reigns, qui passe à travers la table des commentateurs. Tama Tonga qui remet le collier, on se bat pour les bracelets du côté de Monday Night Raw, on se bat pour les colliers du côté de SmackDown, et le show qui se termine avec cette Bloodline 2.0 qui résiste, et le chef tribal d'Eti est toujours Solo Sikoa. Roman Reigns gît au pied de Solo Sikoa. Quelle image pour terminer ce show. Oui, quelle image, effectivement. Roman par terre, tabassé à ce point-là. On a du mal à s'imaginer, il y a quelques semaines encore en arrière, on avait un peu de mal à imaginer que ça tournerait dans ce sens-là au retour de Roman. Là où j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, c'est sur le côté, comme tu l'as dit en backstage, quand il disait s'il le récupère, ce sera l'Ultra Tribal Chief, machin. Voilà, finalement, il l'a récupéré et on s'en fout, en fait, que ce soit le Tribal Chief, on le tabasse quand même, du coup. Oui, le fait qu'ils mettent le collier, ils se sont pas arrêtés tout d'un coup. Ça a changé. Mais après, j'ai trouvé l'image assez forte. Je me dis, d'un côté, j'aurais préféré qu'on garde cette image vraiment de Roman qui remet le Oula Fala, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé les commentateurs. Ouais. Pour vraiment la fin de rivalité. Bon, c'est-à-dire, à mon avis, je pense que ça va s'étaler encore quand même pendant quelques semaines / mois, à mon avis. Ouais. Ce sera plus des mois que des semaines. D'un autre côté, j'ai trouvé, symboliquement, pour ce soir-là, en tout cas, j'ai trouvé l'image qui était belle quand même, de Roman qui récupère ce collier et qui le remet autour de son cou en regardant le ciel, puisqu'on a appris le jour même que son oncle qui lui avait remis ce collier avec son père est décédé ce samedi. Donc j'ai trouvé l'image belle quand même au niveau symbolique de remettre le collier tout en regardant vers les personnes qui ne sont plus là. Mais j'aurais préféré que l'image reste pour vraiment la fin. Après, est-ce qu'ils avaient prévu vraiment le côté qui récupère le collier, qu'ils le mettent à ce moment-là, ou est-ce qu'ils l'ont fait vraiment pour le côté symbolique de l'image le jour même? Je sais pas. En tout cas, même si derrière il se fait tabasser et tout ça, j'ai trouvé l'image quand même assez belle. Après, je pense que Roman, dans tous les cas, il va se relever, ça va finir par il va se refaire sa bloodline à lui. Enfin, à un moment donné, tout seul, il va pas réussir. Donc on sait très bien comment ça va évoluer. Il va devoir recruter, il va devoir peut-être s'amender, un peu s'excuser auprès, notamment, je pense aux Usos, pour essayer peut-être de les récupérer un petit peu dans son camp. Mais en tout cas, c'est un bon départ par rapport à la semaine dernière où j'étais quand même assez critique parce que, effectivement, la façon dont ça a été fait me plaisait pas forcément. Là, je vois quand même qu'il commence à se passer un truc un peu plus logique que ce qui nous avait été présenté jusque-là. Ouais. Effectivement, tu fais bien de parler. T'as peut-être raison. C'est peut-être ce qui a poussé pour cette image. Je suis comme toi en fait. Quand j'ai vu l'image, d'ailleurs toi, quand j'ai fait mon résumé, je me suis dit, mais en fait, ça y est, la rivalité est terminée. Et je me suis dit, mais j'avais presque pas envie de la voir tout de suite, cette image de Roman Reigns avec le collier, parce que pour moi, c'est l'image que tu as une fois que la storyline est terminée, une fois qu'il a vraiment récupéré le statut de Trouble Chief. Donc je dis, mais attends, on y est encore loin du compte. Est-ce que c'est effectivement pour rendre hommage à Afa? Effectivement, tu as dit, c'est tout à fait possible. L'imagerie était, en tout cas, aller vachement dans ce sens-là. On aurait pu peut-être ne pas aller jusqu'au bout et le voir juste en train de regarder le collier, tu sais, prêt à le mettre,
regardait au ciel et au moment où il s'apprête à le remettre, là il se faisait attaquer, peut-être pour vraiment qu'on nous prive, en plus non seulement de cette image, mais en plus qu'on nous prive de l'hommage suite au décès de son oncle, qui fait suite à celui de son père il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vrai que c'était quand même assez chargé émotionnellement. Peut-être qu'on aurait pu faire ça, parce que c'est vrai que t'as raison, hein, cette image-là elle est très forte, et finalement on l'a déjà eu. Bon bah je pense qu'ils nous la referont de façon encore plus grandiose après probablement un énorme match, parce que là comme tu l'as dit, il y a un programme de dingue qui nous attend. On a des matchs, on a du 1v1, on a des matchs de factions, il faut reconstruire des factions, parce que là où tu as raison, c'est que ce soir-là, Roman Reigns a goûté à ce à sa propre médecine, comme on dit, hein. Il s'est fait submerger par les hyènes de la Bloodline, technique qu'il a employée et dont il a bénéficié pendant des mois et des mois et des mois pendant son règne. Ça s'est retourné contre lui, donc il va se retrouver un petit peu comme d'autres avant lui, ses précédentes victimes, hein, notamment Cody Rhodes, qui avait dû faire appel c'est du renfort, hein. Il pouvait pas y arriver tout seul. Donc le programme ne fait que commencer. Tu as raison, là, l'histoire s'ouvre enfin pour cette Bloodline versus Bloodline, et c'est comme ça que le show bleu se termine. C'est l'heure du mot de la fin, Letty. Si tu veux bien nous partager un top, une flop et une note pour ce show bleu qui avait lieu donc à Orlando, en Floride. Écoute, mon top, je vais le donner à Kevin Owens, qui semble se réveiller, et donc voilà, ça me fait plaisir qu'on ait un match quand même de championnat qui sera un peu plus compétitif que ce à quoi ce que j'imaginais. Le flop, écoute, c'est pareil, ce sera pas pour les filles, ce sera pour le manque d'intérêt, je trouve, qui est porté à cette division, en fait. Ouais. Au niveau des bookers, notamment à SmackDown, où voilà, elles sont là, mais voilà, on a l'impression qu'elles sont là parce qu'il faut bien qu'elles soient là, mais on n'a pas l'impression que ça les intéresse vraiment. Et ma note, écoute, la semaine dernière j'avais mis 3, je crois, donc écoute, là je vais passer sur un 3,5 parce que c'était quand même mieux. Et voilà, ouais. C'est le fait que Roman commence un peu aussi à être un peu, je vais pas dire affaibli, mais je trouvais que ça faisait un peu trop Superman qui débarquait, qui était à 1 contre 4 et qui réussissait à s'en sortir. Là, au moins, voilà, on voit que l'histoire rentre dans l'ordre. Donc, voilà, je trouve que ça redonne un intérêt un petit peu à tout ça, tout ce qui se passe autour de Nia et tout ça. Donc, ça s'améliore. Donc, 3,5. Eh bien, pour moi, mon top, justement, je vais le donner à Nia Jax. Voilà. J'ai adoré là, tout ce décorum et voilà, tout cet opener. C'était vraiment bien ficelé. Donc, bravo Nia. Pour mon flop, qu'est-ce que je veux faire? Je pense que je vais faire un petit peu comme toi. Ouais, je vais le donner à Naomi et Blair. Non, pas elles, parce qu'effectivement elles y peuvent rien, mais ouais, cet abandon là de la division féminine du côté du show bleu qui est assez dommage. Et puis ma note, bien effectivement, j'ai donné un 3,25. Ouais, un 3,25, c'est un gentil SmackDown. Voilà, mais qui manque encore un petit peu d'épices à tous les étages. Mais on va dans le bon sens quand même. Il y a des 2-3 choses qui se sont construites là ce soir, hein, j'ai l'impression, des histoires qui se mettent en place. Donc on va y aller. C'est comme ça que se termine cette double analyse de Raw et de SmackDown. Je vous rappelle que Catch-Up, justement, analyse tous les shows de la WWE, même pendant l'été. C'est là où on est très très fort. On ne s'arrête jamais. Pour ne manquer aucun épisode, c'est très simple. Il suffit de vous abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également présent sur les réseaux sociaux. Et le lien vers notre Discord est dans la description. Je te remercie, Letty, voilà, d'avoir accepté de quitter les plages de sable blanc pour rejoindre l'obscurité du studio. Merci à toi pour l'invitation et puis pour la présentation de cette double analyse. C'est un plaisir. Et voilà, il reste encore 2 semaines, je crois, là, avant Berlin. Alors, il faudra bien expliquer à Chad Gable et Berlin, pas qu'ils se retrouvent à Dublin, hein, parce que ce serait bête. Ce serait dommage. Pour un gros show
en Europe. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut tout le monde. À la Alpha Academy, il n'y avait pas l'option géographie, visiblement. Ce serait utile pourtant.